Mesdames et messieurs les représentants du Conseil régional, on doit élargir la focale, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalités, mesdames et messieurs les chefs de service régionaux et départementaux, que j'ai grand plaisir de saluer, mesdames et messieurs les maires, et mesdames et messieurs les élus, et mesdames et messieurs en vos grades et qualités. D'abord, merci d'avoir répondu à notre appel confondu, si je puis dire, à la fois de la collectivité régionale donc, et de l'État en région pour ce rendez-vous qui est en fait un de nos rendez-vous. Ce n'est pas une fin en soi, loin de là. C'est un de nos rendez-vous donc, qui va jalonner la route de la territorialisation de la transition écologique. Alors, quelques mots juste pour avoir bien à l'esprit que, évidemment, dans le contexte d'aggravation de la crise environnementale, la transition écologique, vous le savez toutes et tous, est devenue une priorité nationale. Dans le cadre du Green Deal européen, donc, le gouvernement s'est fixé l'objectif de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est en fait une réduction attendue de 130 millions de tonnes d'ici 2030 et naturellement, pour l'heure, on nous promet un réchauffement de l'ordre de 4 degrés d'ici 2100. En cet instant, permettez-moi juste de dire en quelques instants, de vous partager avec vous un sentiment ou un ressentiment. Vous le savez que c'est la journée aujourd'hui internationale des forêts. Je trouve que je rentre d'un tour en forêt, ça arrive, hein, de faire des tours en forêt, tout particulièrement le 21 mars, donc journée internationale des forêts. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et les acteurs, chers amis, nos forêts sont à la peine, nos forêts souffrent ardemment. Quand on regarde ce qui se produit aujourd'hui, quand on regarde avec nos experts parmi les plus affûtés, de ce que pourrait être la forêt d'ici 2070 avec un réchauffement de 4 degrés, c'est tout simplement stupéfiant. Plus de résineux dans le Morvan, je rentre du Morvan. Je me suis essayé parmi tant d'autres à planter un châtaignier, on commence à planter d'autres essences, mais finalement sans avoir la totale assurance que nous avons fait collectivement le bon choix. La forêt est en danger, donc toutes les possibilités que nous saurons mettre en place pour replanter avec détermination, en ayant à l'esprit donc l'objectif annoncé par le président de la République d'1 milliard d'arbres d'ici 2026, eh bien cette conviction-là, plaçons-la sur le terrain, la forêt en a bien besoin. Au-delà de ce que je viens de vous dire, donc, l'exercice de planification écologique qui nous est promis, qui a été présenté le 25 septembre 2023 par le président de la République, s'inscrit évidemment dans le cadre de la démarche France Nation Verte. Les travaux donc menés par le secrétariat général à la planification écologique ont permis d'ores et déjà d'engager sur un travail technique, très technique, donc, ayant permis de définir des leviers d'action, donc une première démarche d'analyse, de conception qui a débouché au passage donc, sur l'exercice auquel, je dois le dire, vous avez été extrêmement nombreux à répondre. Je parle bien du questionnaire qui a été délivré à ce titre-là. Je peux dire, monsieur le vice-président du Conseil régional, que c'est en fait le département de Saône-et-Loire qui finalement a été le plus contributif, proportionnellement, puisque non seulement le conseil départemental, bien sûr, a répondu, toutes les intercommunalités, évidemment, ont répondu, mais également 396 de nos communes ont répondu. Donc, c'est un exercice collectif impressionnant qui a permis de fournir 416 réponses. Et tout à l'heure, dans quelques instants, nous partagerons ensemble donc un certain nombre d'informations issues très directement du travail auquel vous avez bien voulu contribuer les uns et les autres. Peut-être 3 dates, et je laisserai ensuite la parole donc à mon complice de la soirée, donc Jérôme Durin, en sa qualité de représentant
du Conseil régional pour ensuite donc permettre à tous ceux qui ont la lourde charge d'animer cette rencontre, de pouvoir donc à la fois présenter les diapositives qui ont été préparées, naturellement ménager des temps d'échange avec l'assistance que vous représentez, et le tout sans dépasser 2 heures. On a promis, Olivier, on a promis, hein, de s'arrêter à 20 heures. Voilà, donc c'est un exercice que nous allons redemain mener. Je rappellerai simplement très vite, donc le 13 décembre dernier, la COP de lancement, entendez par là la conférence des parties, de lancement donc des travaux de territorialisation a eu lieu à Dijon, en présence du ministre, donc M. Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le 19, en présence bien sûr du préfet de région et de la présidente du conseil régional. Le 19 décembre 2023, nous avons organisé à l'échelle départementale un webinaire à destination des élus, là encore de manière partenariale, avec pour objectif d'introduire, donc de présenter les enjeux de la planification écologique et d'annoncer à ce moment-là l'exercice donc du questionnaire auquel je viens de faire référence, avec une volonté, une ambition, une exigence qui est de faire en sorte que toutes les pistes qu'on va explorer ensemble, en tous les cas la grande majorité, on les retrouve dans les contrats de territoire, dans les contrats de relance, de réussite, pardonnez-moi, de la territorialisation donc écologique. Voilà, le 21 décembre donc dernier, le questionnaire a été distribué, et donc assez logiquement, nous nous retrouvons ce soir dans ce contexte-là. Encore une fois, retenez de mon propos que ce n'est qu'une étape de plus dans un cheminement qui va nous amener donc entre le mois d'avril et le mois de juin à un certain nombre de réunions techniques. Là, nos techniciens ont toujours un vocabulaire assez particulier. Là, on parle de réunions focales, donc ce sont des réunions thématiques, pourrait-on dire, sur donc, la mobilité, sur le logement, sur la préservation des écosystèmes, sur les moyens de production, sur la façon de se nourrir et en fait sur la façon de mieux consommer. Donc cet exercice-là nous poussera ensuite jusqu'à l'été. Durant l'été, nous travaillerons sur les CRTE pour mettre en place des actions concrètes. En septembre 2024, collectivement, nous aurons à valider la feuille de route régionale de la transition écologique, donc suite aux ateliers et débats thématiques. Et enfin, en décembre 2024, donc dans quelques mois, il y aura la validation des travaux donc, dans nos CRT, nos 8 CRT, donc CRTE sur le département, et naturellement à valider ensemble la feuille de route départementale. Voilà les quelques mots que je voulais apporter de façon trop cursive certainement, mais c'est pour ménager évidemment le meilleur temps d'expression à Jérôme Durin. J'applaudirai le préfet, mais... Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, cher Fabien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de l'administration de l'État et de la région, mesdames et messieurs, très heureux de présenter ici la présidente de région avec ma collègue Claire Malard. Je débute, elle conclura nos travaux. Merci à l'État de ce partenariat qui est fructueux et qui le sera, je l'espère. D'abord, je remercie tous ceux qui sont présents, ajouter mes remerciements à ceux du préfet, et puis remercier tous ceux qui ont bien travaillé, puisque la région Bourgogne-Franche-Comté a été une des plus performantes en termes de réponse à ce questionnaire, dont je sais qu'il était parfois un peu aride. Et au sein de la Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire a été la meilleure. Alors, monsieur le préfet a dit que nous étions les meilleurs. Nous n'avions pas besoin d'un questionnaire pour en attester, mais voilà, nous le savons et nous le démontrons. Très heureux de cette démarche et de cette méthode. On a été collectivement brouillons dans la marche vers la transition énergétique et écologique. On a fait plein de choses à tous les niveaux, la société globalement, la puissance publique, des initiatives locales, parfois un peu éparses. Et pour le pays de Descartes, arriver à quelque chose de rationnel, de méthodique, c'est rassurant. Alors, c'est un peu aride au début, le questionnaire était particulièrement aride, mais plus ça va aller, plus on va aller dans le concret, et c'est assez rassurant. Je dis qu'on a été brouillon, il y a eu beaucoup de volontarisme, beaucoup d'initiatives, mais il était temps de ramasser tout ça dans une vision un peu planificatrice, territorialisée. C'est l'exercice qui nous est proposé pour qu'on fasse
face aux défis qui sont proposés. Monsieur le préfet évoquait à l'instant les forêts, mais la hausse de la température moyenne annuelle, c'est déjà 1,3 degré. 20 000 espèces inventoriées sur ces 20 000, 1600 sont en danger. On connaît les épisodes de gelée tardive des vignes, de déficit hydrique. Cette année, ça va un peu mieux, mais les 3 précédentes ont été quand même particulièrement douloureuses. Les conséquences pour l'élevage, on est tous concernés. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on met ça dans des schémas, des Mondrian, des tableaux, qu'on n'a rien fait. Et tout le monde s'en est saisi, et les collectivités en premier lieu, les agriculteurs, les industriels, toute la société s'est mise en mouvement, mais il faut approfondir ce travail. Donc c'est une bonne démarche. Alors c'est vrai que c'est une démarche aussi qui est porteuse de complexité. Ce n'est pas un conseiller régional, Jean-Garde Kermalard, qui vous dira l'inverse, parce que comme la région s'est engagée déjà depuis quelque temps sur l'éco-socio-conditionnalité, on sait ce que ça représente en termes de difficultés dans les dossiers. Oui, c'est exigeant. Il est évident que ces démarches, elles sont exigeantes, mais je pense qu'avec le travail qu'on va faire, on aura un cadre pour les rendre peut-être plus simples, sans doute, c'est un objectif, et plus systématiques. La région s'est engagée depuis longtemps dans ce sujet, donc il était naturel qu'on prenne toute notre place aux côtés de l'État dans cette démarche de COP. Déclaration d'urgence climatique en 2021, on a créé un GIEC régional qui s'appelle le GRED, on a une convention citoyenne de 50 citoyens qui s'intéressent au climat et à la biodiversité, et puis on est porteur de quelques choses plaisantes de par nos compétences, qui s'appellent le SRADET, dedans il y a le ZAN, on s'occupe du plan régional de gestion des déchets. C'est pas toujours simple. On a un scénario régional pour une région à énergie positive, avec l'ambition de diminuer les émissions de gaz à effet de serre par 5. On a une stratégie régionale de biodiversité. Voilà, donc on est très engagé dans cette démarche. Je crois que nos adversaires, c'est le déni, il en reste encore un petit peu, l'indifférence, parfois c'est un choix que certains font, le défaitisme. Il y a parfois aussi un peu de lassitude devant la complexité des dossiers. Je ne veux pas le minimiser parce que c'est une réalité, c'est un sujet de simplification qui est devant nous. Mais si on travaille en équipe, la région et l'État et la région montrent l'exemple, je pense qu'on peut relever tous les défis qui nous sont proposés. Et puis peut-être aussi qu'il faudra qu'on s'intéresse aux finances publiques. Mais le sénateur Jeunet et le député dire que veilleront à ce qu'on ait des crédits pour financer toutes ces transitions à venir, et je m'associerai à eux, parce qu'évidemment, il faudra de l'argent public pour financer tout ça. Merci de votre travail, bonne réflexion ce soir, et merci, Monsieur le Préfet, de cette co-animation. Pour cette introduction. Effectivement, si on est réunis, comme vous l'avez dit, pour faire face à 2 grands défis, et 2 défis majeurs, la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et c'est vraiment ce qui nous réunit ce soir dans des objectifs qui nous sont communs. Vous l'avez dit, sur le changement climatique, on le voit dès maintenant sur nos territoires, que ce soit, et on le voit dès maintenant en arrivant, hein, il fait 22, 23 degrés, on est encore presque en hiver, même si on est le premier jour du printemps. C'est quand même exceptionnel et on est confronté à tous ces sujets de diminution de la neige, tous ces sujets d'eau, de sécheresse. Peut-être qu'on peut passer au premier slide. On va vers un monde dans lequel on aura plus d'eau en hiver, moins d'eau en été, avec les sujets de gestion de l'eau, tous les sujets liés aux gelées tardives. Et donc tous ces sujets de changement climatique impactent très fortement tous les secteurs de l'économie, notamment l'agriculture. Je dirais c'est le premier secteur directement impacté par le changement climatique, mais il impacte aussi le tourisme, les bâtiments, dans notre vie quotidienne. Je pense par exemple à tous les sujets de retrait-gonflement des argiles qui viennent impacter directement les bâtiments, au sujet de vagues de chaleur, tous les sujets de confort d'été qui nous impactent directement dans notre vie quotidienne. Dans ce changement climatique, on connaît l'origine du changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre, qui sont directement liées à notre utilisation de l'énergie fossile. Charbon, pétrole, gaz, qu'on utilise, je dirais, au quotidien, dans nos voitures, pour se chauffer, pour produire dans l'industrie.
Et si on sait comment lutter contre le changement climatique, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc réduire notre utilisation d'énergie fossile. Et tant qu'on émet des énergies fossiles, le réchauffement climatique continuera. Et à l'heure actuelle, vous l'avez dit, monsieur le préfet, on est sur une tendance de plus 3, plus 4 degrés à la fin du siècle, mais grâce à nos actions collectives de réduction des énergies fossiles, notre objectif c'est d'atteindre la neutralité carbone et donc de mettre fin au réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Ça c'est le réchauffement climatique. Le deuxième grand enjeu qui nous réunit, c'est slide après, c'est l'érosion de la biodiversité. Partout dans le monde, à la fois la biodiversité régresse et les milieux naturels sont de plus en plus abîmés. Juste quelques chiffres pour notre région. Dans notre région, les espèces régressent. Par exemple, dans les zones humides depuis 50 ans, 25%, un quart des espèces ont disparu et un quart sont menacées très fortement. Donc on va vers la disparition de la moitié des espèces en zone humide. Mais également, les zones humides ont diminué de 50% depuis 50 ans. Quand on regarde les haies, elles ont diminué de 40% depuis 50 ans, notre linéaire de haies. Si on regarde les tourbières, 30% des tourbières ont été détruites depuis 50 ans, et donc on voit qu'on est dans une accélération de la perte de biodiversité et de dégradation des milieux. Là encore, on connaît les causes de ce phénomène. C'est le changement climatique qui est une cause importante, mais aussi l'ensemble des pollutions et l'artificialisation des sols, qui sont les trois causes principales de l'érosion de la biodiversité et de la dégradation des milieux. Mais peut-être slide après, je dirais la bonne nouvelle quand même parmi tous ces constats qui peuvent rendre un peu, qui sont un peu déprimants, c'est qu'on connaît les solutions pour pouvoir lutter contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. On connaît les solutions, c'est des solutions qu'on peut appliquer. On n'est pas sur des solutions extrêmement complexes, on peut les appliquer. La difficulté, c'est vraiment de les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, on a besoin d'un réalignement entre les politiques publiques, les solutions techniques avec les entreprises et l'envie des citoyens, la mobilisation des citoyens pour les mettre en œuvre. Et c'est que si on arrive à aligner l'ensemble des acteurs qu'on pourra mettre en œuvre ces solutions de façon efficace. Par exemple, c'est typiquement le cas dans la rénovation des logements. On a besoin d'une politique publique efficace, à la fois d'accompagnement et d'aide financière, qui sont faits souvent en collaboration entre l'État et le Conseil régional. On a besoin de solutions techniques, d'artisans qui sont capables de mettre en œuvre ces solutions. Et on a besoin des ménages pour qu'ils aient envie de faire ces rénovations et s'ils rentrent dans ces rénovations. Et sur ce sujet, comme dans beaucoup d'autres, c'est vraiment en alignant l'ensemble des acteurs qu'on arrive à avancer. Et donc, l'objectif de notre COP territoriale, de notre planification écologique, c'est de réussir ensemble à s'aligner ensemble dans une planification pour pouvoir atteindre nos objectifs. Sur trois grands sujets, moins de gaz à effet de serre, s'adapter au changement climatique et réduire notre pression sur la biodiversité. Peut-être slide après. L'idée, c'est qu'on a au niveau national des plans qui ont été construits pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est la stratégie nationale biodiversité, c'est la stratégie nationale bas carbone et c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. Mais ces plans, c'est des plans qui ont été élaborés de façon très macro. Et ce qu'on sait tous, c'est que les solutions, en fait, et la mise en œuvre des solutions, elles ne se fait pas depuis Paris, elles se font dans les territoires. Et donc, ces plans-là, c'est pas avec ces plans-là qu'on va réussir à réellement atteindre nos objectifs. On va réussir à atteindre nos objectifs que si on peut s'approprier ces plans, les tordre, voir ce qui est important pour nous, moins important pour nous, voir quelles sont les solutions au niveau local. Et c'est que dans cette appropriation locale des planifications nationales qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Et c'est tout l'objet de notre COP territoriale, c'est de tendre ces plans nationaux, de voir comment on les met en œuvre,
de voir quelles sont les solutions pertinentes pour notre territoire, quelles sont les solutions moins pertinentes, où est-ce qu'on a de la marge de progrès, où est-ce qu'on est déjà avancé, et c'est tout l'objet de notre COP territorial. Comment fonctionne notre COP? Slide après, on part d'un diagnostic. Et ce diagnostic, ce qu'on s'est dit collectivement, donc on est vraiment sur un processus qui est copiloté entre l'État et le Conseil régional. Ce qu'on s'est dit, c'est que pour faire un diagnostic, la façon la plus efficace, c'était d'interroger les élus, d'interroger les communes, d'interroger les EPCI et aussi d'interroger les conseils départementaux. Et donc c'est l'objet du questionnaire qui vous a été envoyé et qu'on va vous restituer. C'était vraiment l'idée d'avoir ce diagnostic depuis le terrain sur quelles sont nos forces, nos faiblesses, quelles sont les actions qui sont déjà mises en œuvre et où est-ce que vous pensez qu'il faut progresser. C'est vraiment, je dirais, la pierre angulaire, le fondement de notre COP territorial. Ensuite, l'idée, c'est à partir de ce diagnostic, avec l'ensemble des parties prenantes de la région, donc collectivités, mais en élargissant aux entreprises, aux citoyens, aux associations, à tous les acteurs publics, de voir, thématique par thématique, comment est-ce qu'on peut construire une planification régionale. Puis ensuite, peut-être slide après, ensuite, l'idée, c'est, dans cette planification régionale, de revenir vers les territoires, de voir qu'est-ce que vous en pensez, de la mettre en débat et de la traduire concrètement dans l'ensemble des CRTE, dans l'ensemble de ces contrats de réussite et de transition écologique, pour voir action par action, avec l'aide d'un certain nombre d'outils, je pense par exemple au fonds vert, mais il y a beaucoup d'outils de financement, de décliner notre stratégie régionale, action par action, dans chacune des communes, chacun des EPCI. Voilà, je dirais, l'exercice qu'on vous propose, la démarche qu'on vous propose. Et donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous rendre compte de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'a donné vos questionnaires, qu'est-ce qu'on en tire, et quelle est la photographie départementale issue de vos questionnaires. Mais avant ça, peut-être qu'on peut avoir un petit temps de débat. Je ne sais pas si vous avez des questions, des témoignages, des interrogations, des critiques. Voilà, la parole est dans la salle si vous souhaitez intervenir. Sur la planification, la démarche, et c'est l'exercice qu'on vous propose. Mais ce n'est pas non plus obligatoire, on aura d'autres temps d'échange. Ah, excusez-moi, effectivement, monsieur le préfet, j'aurais dû me présenter depuis le début. Je le fais maintenant, donc je suis Olivier David, le directeur de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui est le service de l'État, régional de l'État, au service des territoires sur tous ces sujets d'environnement, de transport, de logement, sur lequel on est au service de chacune des collectivités de la région pour pouvoir faire avancer ces sujets d'environnement, de logement, de transport et plus globalement de transition écologique. Du coup, je vais passer maintenant la parole à Philippe Latour, qui est directeur de projet planification écologique au Conseil régional, qui va vous présenter la vision régionale qu'on a tirée de l'ensemble des questionnaires, donc des 2400 réponses des collectivités de la région, puis Océane Lachaussée qui vous présentera un zoom départemental. Philippe, je te laisse la parole. Merci Olivier. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Merci Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Donc effectivement une intervention à deux voix pour, après ce rappel du cadre et des enjeux, plonger un peu dans les enseignements du questionnaire qui vous a été administré, si j'ose dire. Si on peut mettre la diapo, merci. Je vais aller assez vite sur ce premier point puisque Monsieur le Préfet et les différents intervenants ont déjà évoqué cette participation massive en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 2200 réponses sur les 3800 collectivités consultées. Et effectivement, dans le département de la Saône-et-Loire, un satisfecit particulier. Donc je me joins au nom de l'équipe projet technique aux remerciements qui vous ont été adressés parce que vos réponses et ce matériau nourrit notre réflexion. Sur la diapo suivante, merci. Simplement vous rappeler
rapidement quels étaient les différents thèmes sur lesquels portait le questionnaire et qui sont en fait les différents sujets sur lesquels cette démarche de planification écologique s'applique. L'intérêt de cette démarche, c'est qu'effectivement, on ne travaille pas en silo, mais on embrasse l'ensemble des thématiques qui sont toutes interconnectées, qui interagissent les unes avec les autres. Donc très rapidement, vous voyez le transport, voyageurs et marchandises, la question des bâtiments et de la rénovation énergétique, l'industrie, j'ai sauté l'énergie dans sa composante énergie renouvelable, réseau de chaleur, l'industrie avec tout le sujet de la décarbonation des produits bois, un paquet important sur l'agriculture et l'alimentation, donc l'agriculture étant évidemment la source directe de nos alimentations, et puis un ensemble sur les ressources, donc les espaces naturels, l'eau, et enfin la production de déchets. Donc voilà le champ de nos travaux qui s'ouvrent devant nous. 3 diapos maintenant rapides pour vous parler un peu plus précisément de l'état des lieux régional. Donc sur cette diapositive, finalement, le rappel des objectifs, à la fois en matière de décarbonation, donc d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la partie gauche de la diapo, et à la fois en matière de biodiversité. Sur la partie émissions des gaz à effet de serre, l'objectif régional qui a été assigné par le niveau national à la Bourgogne-Franche-Comté, c'est à peu près 5% de l'objectif national. Et simplement, je voulais vous présenter à travers ce petit graphique le poids respectif de nos objectifs de réduction. Le plus important en bleu, c'est le secteur des transports. Si on cumule transport de voyageurs et transport de marchandises, à peu près 28% de l'objectif qui nous est assigné en région. Le deuxième sujet, c'est celui du bâtiment, donc en jaune et orangé, si on agglomère le résidentiel et le tertiaire, qui pèse un peu plus de 20% de l'effort à produire. Troisième secteur, à peu près sur le même poids, c'est agriculture, forêt, sol en vert, qui pèse donc à peu près 20% également. Et puis on a un quatrième sujet important dans la région, c'est celui de l'industrie, avec pratiquement 17% de la part d'objectifs qui nous est assignée. Et puis on retrouve l'énergie pour 8% et les déchets. Et puis donc sur la partie droite de cette diapo, le rappel des enjeux qui ont été décrits par Olivier David sur la biodiversité, avec évidemment l'enjeu de réduire les pressions, de restaurer ce qui a déjà été abîmé, et puis de protéger les ressources fondamentales en eau, sur les sols ou sur les ressources naturelles. Voilà pour ce premier panorama régional. Ensuite, on a voulu, à travers les deux diapos qui viennent, essayer de faire un petit zoom sur les principaux défis qui sont devant nous, mais aussi, sur la diapo suivante, vous le verrez, sur les principaux atouts de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, vous les avez à l'écran, je pense que c'est lisible, je ne vais pas vous les défiler tous, je prends quelques exemples de ce qui doit attirer notre attention. En matière de mobilité, on est une région qui est étendue, qui est multipolaire, et donc évidemment ça génère un besoin de déplacement et des distances de déplacement domicile-travail par exemple qui sont importantes, avec un poids important de la voiture individuelle, plus important qu'au niveau national par exemple pour nous situer par rapport aux autres. Deuxième exemple qui a été évoqué par monsieur le préfet, évidemment celui de nos ressources naturelles, donc les massifs forestiers qui sont fragilisés, alors même qu'ils représentent un puits de carbone et donc un atout à protéger. La ressource en eau, la Bourgogne-Franche-Comté, vous le savez, est à cheval sur le croisement de 3 bassins versants. Donc on a une ressource en eau qui est fragile d'un point de vue et quantitatif et qualitatif. Et puis la biodiversité, ça a été évoqué également, avec aujourd'hui en région près de 2000 espèces qui sont menacées. Et puis pour illustrer un dernier exemple, sur l'enjeu de la rénovation du parc de logements. Donc non seulement on a des logements qui sont énergétiquement peu performants, c'est le sujet majeur en termes de gaz à effet de serre, 45% des logements en Bourgogne-Franche-Comté sont dans une étiquette E, F ou G, c'est-à-dire thermiquement peu performants. Mais en plus on a un parc qui est plutôt ancien, avec un taux de vacances plus élevé que la moyenne nationale, et on a un parc qui est en train de s'éloigner des besoins et de l'évolution des besoins de la société, parce qu'on a des populations vieillissantes, parce qu'on a une transformation de la taille des ménages, et donc on a un parc qui aujourd'hui qui commence à être inadapté par rapport aux besoins. Donc on a un enjeu fort sur la partie logement qui vaut aussi, j'ai parlé du résidentiel surtout, mais qui vaut aussi sur le tertiaire en matière de gaz à effet de serre bien sûr. Et puis en miroir de ces défis à relever, évidemment la région Bourgogne-Franche-Comté elle a un certain nombre d'atouts
sur lesquels il va falloir capitaliser. Alors là également, je ne vous fais pas la lecture exhaustive de ces quelques exemples, mais vous voyez par exemple qu'en bas, sur les déchets, on a une production de déchets par habitant qui est inférieure à la moyenne nationale, donc ça veut dire qu'on a déjà fait des efforts en matière de production et de valorisation des déchets. On a évidemment, vous le savez, une région, Bourgogne-Franche-Comté, qui est industrielle, la première région industrielle de France en matière de, si on regarde le nombre d'emplois rapportés à la population. Et donc, c'est évidemment des atouts en matière de relocalisation de l'industrie, en matière de développement de nouvelles filières vertueuses. On peut penser à l'hydrogène, aux biothérapies, par exemple. Et puis, dernier exemple, important évidemment dans la région, on a une région qui est agricole, avec une grande diversité de production, avec des productions, des filières de qualité, et puis beaucoup de démarches engagées à travers les plans alimentaires territoriaux. Je crois qu'on en aura une présentation un peu plus tard. Voilà donc quelques grands traits de caractéristiques de la région, et je laisse la parole pour compléter à Océane qui va aller un peu plus loin dans la présentation. Je vais cliquer ton micro. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, je vais revenir sur les outils qui sont développés dans cette planification écologique et qui vont nous servir à dérouler le reste de la soirée. Donc, je veux bien qu'on passe la diapo. Alors, je vous promets, c'est la plus compliquée. Donc, restez avec moi. Là, vous avez le panorama des leviers de ce qu'on peut faire pour préserver nos ressources et la biodiversité. Donc, comment ça marche? Je suis un disque gris. Je suis là où nous sommes actuellement en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis un cercle de couleurs. Je suis là où nous devons aller. Donc, je vais prendre quelques exemples pour qu'on voit bien ce que ça peut donner. Par exemple, si on regarde du côté des déchets enfouis, donc Philippe disait c'est un de nos atouts. Je vous confirme, disque gris sur rond de couleur, on est à l'objectif 2030. Donc ça veut dire qu'en termes de quantité de déchets enfouis, la Bourgogne-Franche-Comté respecte ses objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher les efforts, ça veut dire qu'il faut bien continuer dans la bonne dynamique qu'on a, mais c'est déjà une bonne chose de faite. Ensuite, on a des objectifs qui sont peut-être pas très loin à atteindre, petite marche. Donc là, je vous emmène de l'autre côté. Si on va regarder, par exemple, notre surface en aire protégée terrestre, nous, on est actuellement, donc, le rond gris, 26% de notre surface terrestre en protection, donc toute protection, tout type de protection confondue. Et il faut qu'on aille à 30%. Donc, on a une petite marche collective à monter, mais voilà, ça fait partie des efforts qu'il faut qu'on fasse. Mais après, on a aussi des leviers sur lesquels on n'est pas très bon. Donc là, je vous emmène du côté du carré rose sur la thématique alimentation. Donc actuellement, en Bourgogne-Franche-Comté, la part de cantines qui respectent les objectifs de la loi EGalim, donc le 50% de produits locaux durables sous label de qualité, dont 20% de bio, c'est 9%. Il faut qu'on arrive à 100, c'est un effort collectif important qu'il faut qu'on fasse. Et il nous reste aussi des objectifs de diminution qu'il va falloir qu'on définisse ensemble donc dans les prochaines étapes, et notamment le débat dont on parlera. Et là, par exemple, je vais vous parler des habitats dégradés. Ça, ce sont nos habitats naturels. Et il faut absolument qu'on arrive à réduire cette part d'habitat qui est dégradée. Voilà, donc ça, c'est tous nos leviers, biodiversité, ressources. Et je vous laisserai parcourir toute la plaquette pour voir les autres. Je veux bien qu'on change de diapo. Mais en plus de la préservation de notre biodiversité et de nos ressources, on a aussi nos leviers de décarbonation. Donc là, on a l'ensemble du panorama. L'objectif, c'est collectivement d'économiser tout ça. Donc comme on l'a dit, ici on a un panorama théorique. Donc ça, c'est ce qui a été calculé pour la Bourgogne-Franche-Comté, ce qu'on peut arriver à économiser comme gaz à effet de serre selon différents leviers. Donc comme on le voit, tous les secteurs sont représentés. Donc carré vert, agriculture, forêt, sol. En rouge, l'industrie, les produits bois. Toutes les nuances de bleu, c'est du transport. Bleu foncé, logistique, fret. Bleu clair, transport de voyageurs, changement de comportement. La famille des oranges et jaunes, c'est la rénovation thermique des bâtiments, les changements de chaudière. Donc pour le tertiaire et pour le résidentiel. En gris, on retrouve l'énergie. Et en violet, les déchets. Comme on l'a dit, ce panorama, on peut le modifier un peu en fonction de ce qu'on arrivera à faire mieux, en fonction de ce qu'on n'arrivera pas tout de suite à débloquer. Mais l'important, peu importe les couleurs, j'ai envie de vous dire, c'est qu'on arrive à économiser tout ça. Et je veux bien qu'on change de diapo, parce que quand on regarde ce que vous avez dit dans vos questionnaires, on voit que finalement, tous ces leviers, ils n'en sont pas au même stade.
Donc là, on a fait un petit travail, je vous rassure, l'objectif, c'est pas de dire les points. On va se focaliser sur les grands ensembles. Donc, comment on lit ce graphique-là? Plus vous venez vers moi, plus le levier a été jugé pertinent par la moyenne des collectivités de Bourgogne-Franche-Comté, donc toutes collectivités confondues. Et plus on monte, et plus les collectivités ont du mal à donner des exemples d'actions concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le traduit, ça? Ça veut dire que si on est plutôt par là, dans cette famille ici, c'est des leviers sur lesquels on n'a peut-être pas le maximum de pertinence d'après les collectivités. Je vais essayer de pas trop faire cracher les... Et on a surtout aussi du mal à avoir des actions concrètes. Donc là, c'est la famille de leviers qu'on n'a pas trop à notre main. On retrouve par exemple le fret, on retrouve la décarbonation des sites industriels. Moi, ce que j'en comprends de cette famille, c'est que c'est sûr que c'est un peu difficile pour les collectivités de se positionner sur ces sujets. Ça n'empêche que dans le débat, on va aussi associer les entreprises, les sociopros, tous les autres acteurs. Et donc, là, on a besoin de réponses peut-être d'autres acteurs que les collectivités. Si on va regarder de ce côté-là, chez les leviers très pertinents, donc on retrouve deux autres familles, que sont les leviers pertinents sur lesquels moins d'actions ont été citées. Donc c'est ceux qui nous restent à investir, là où on a encore du mal à voir concrètement ce qu'on peut faire. Donc là, on peut trouver par exemple tous les leviers qui relèvent de l'agriculture, de l'alimentation, de la protection de nos espaces naturels. Et ici, on a les leviers sur lesquels on est non seulement persuadé que c'est pertinent, mais en plus on a des actions à mettre derrière, des choses qu'on fait déjà et qu'il faut qu'on accélère et qu'on fasse mieux. Donc là, on retrouve tout ce qui a trait à la rénovation des bâtiments, les ENR, la prévention, la collecte des déchets, ça on a bien compris que c'était notre thématique championne, les mobilités décarbonées, mais aussi les sobriétés en foncier, en eau et la gestion des forêts. Donc, toute cette famille-là, on sait faire, on a des bons exemples, il faut qu'on fasse plus vite et mieux. Et toute cette famille-là, on a encore des solutions à trouver, mais on peut se reposer sur les bonnes pépites que certains d'entre nous ont fait. Voilà, donc du coup, ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est de se focaliser sur ces deux familles, les leviers pertinents. Et pour ça, je vais passer la parole à Frédéric de la DDT, qui va nous parler plus précisément de comment ça se passe dans votre département et de ce que vos questionnaires ont dit. Merci. Bonsoir à tous. Frédéric Revel, chef du service urbanisme à la DDT. Donc juste sans revenir trop en arrière, parce que ça a largement été évoqué, mais juste pour montrer peut-être que en rose, vous avez les communes qui ont répondu au questionnaire. Donc simplement pour vous montrer que finalement il n'y a pas de biais, que ce soit des communes rurales, plus urbaines, enfin il y a un panel de communes qui ont répondu au questionnaire sur les 396 qui est très large. Et donc l'expression qui va vous être présentée dans les diapos suivantes, c'est vraiment l'expression collective à l'échelle du département. On vous a parlé, il y a beaucoup de vocabulaire quand même dans cette méthode. Donc on vous a parlé de secteur avec les différentes couleurs, de levier, et là on en est au niveau des actions. Donc ça c'est le résultat, c'est le top 5 des actions qui ont été le plus citées par les collectivités. Alors d'abord par les communes, ensuite par les EPCI et le conseil départemental, et puis vous avez en bas la moyenne des collectivités de Bourgogne-Franche-Comté. Si on regarde sur les réponses des communes, on voit qu'il y a beaucoup d'actions finalement qui aujourd'hui, et c'est assez logique dans le tempo où le questionnaire vous a été adressé, qui reflète finalement un petit peu l'actualité. D'une part parce que vous avez placé en 1, alors c'est l'expression qui est revenue la plus fréquemment, les actions d'efficacité énergétique et de sobriété autour de l'éclairage public. Donc ça traduit tout simplement, je pense, les efforts qui ont été consentis au niveau départemental par les collectivités, alors notamment sous l'impulsion du CIDEL et du Fonds vert, puisque l'année passée, 90 communes ont bénéficié en Saône-et-Loire, un peu plus de 90 communes même, ont bénéficié de l'action de rénovation de leur parc d'éclairage public. Donc c'est assez logique que les communes aient cité, assez fortement ce type d'action. De la même façon, comme le questionnaire est tombé, en termes de timing à peu près en même temps finalement que le travail sur lequel on vous engageait sur la définition des zones d'accélération, de développement des énergies renouvelables, vous avez aussi largement cité ce type d'action dans vos questionnaires.
Dans vos réponses, vous avez mis, et là aussi on est encore sous le coup de l'actualité, des mesures de sobriété dans le parc de bâtiments publics. Je pense que ce n'est pas sans lien avec l'augmentation du coût de l'énergie, et c'est aussi une action, bien évidemment, que les EPCI et le département ont positionné très en avant dans leurs réponses. Ensuite, et c'était un peu plus une surprise, peut-être côté service de l'État, il y a des actions qui sont revenues assez fortement liées à la thématique des déchets, et notamment la lutte contre les dépôts sauvages. Donc là, il y a peut-être des choses à investiguer. Et puis une 5e action pour les communes, donc sur le respect de l'interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qui est une obligation réglementaire, je le rappelle. Et d'ailleurs, on peut quand même, je trouve que c'est intéressant, regarder que les actions que vous avez le plus citées, finalement, au niveau des communes, c'est des actions sur lesquelles vous êtes engagés par le biais quand même de dispositions réglementaires. Donc, il y a quand même un effet puissant, bien évidemment, de la réglementation. Si on regarde au niveau des intercommunalités, les actions qui sont revenues portent davantage sur les sujets qui relèvent de vos compétences, et c'est bien normal. Donc, à la fois des actions sur la sobriété dans les parcs de bâtiments publics. Il y a un certain nombre de collectivités aujourd'hui qui, au-delà des efforts de réduction, sont même engagées sur des schémas directeurs visant à réduire dans la durée, à avoir des modalités de gestion plus pérennes. La rénovation du parc de bâtiments publics, qui est aussi largement citée, et qui était également citée par les communes, alors peut-être pas dans les 5 premières actions, mais qui venait assez rapidement derrière également. Et puis, alors ça, je pense que c'est une vraie particularité de la Saône-et-Loire, l'intégration des enjeux de rénovation énergétique dans les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Ça s'explique assez facilement, parce que quand on regarde les EPCI aujourd'hui qui sont engagés en Saône-et-Loire, il y a pas moins de 13 EPCI qui sont engagés dans des opérations d'amélioration de l'habitat, avec une forte thématique rénovation énergétique. Donc c'est, à mon avis, le reflet de cet effort des intercommunalités. Il y a évidemment les mesures de communication qui vont avec l'accompagnement de cet engagement. Et puis enfin, là aussi, mais je pense que c'est aussi lié à l'actualité réglementaire, ont été cités assez largement toute la communication autour de la réduction des déchets, la lutte contre le gaspillage, l'amélioration du tri. Donc vraiment des réponses qui sont finalement très liées à l'actualité du moment. Quand on regarde quand même par rapport à la moyenne régionale, on voit finalement, et je vais revenir sur les couleurs, que les actions que vous avez citées, et ça permettra de faire le lien peut-être avec les chantiers thématiques, finalement portent assez peu, celles que vous avez le plus citées, sur les leviers où finalement les gains attendus potentiels sont les plus importants, et notamment sur les secteurs agriculture et le secteur des transports. C'est mieux avec la diapo. Donc peut-être juste pour faire le lien. Donc ça c'est le même panorama des leviers, le même type de graphique que le panorama des leviers qu'Océane vous a présenté, mais décliné à l'échelle départementale. C'est celui qui vous a été présenté dans les réunions qu'on a conduites à l'échelle des CRTE, des territoires de CRTE. Donc on voit qu'en Saône-et-Loire, les secteurs les plus contributeurs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc sont les secteurs agriculture, forêt, sol, donc en vert à l'extrémité gauche de la diapo, et le secteur des transports qui arrive très largement en tête. Donc une répartition un petit peu différente de la répartition régionale, et comme je le disais, les actions que vous avez citées, pour le coup, portent assez peu sur ces deux secteurs, quand on regarde les réponses que vous avez faites. Du coup, pour faire le lien avec ce qui a été dit, il y a 2 types de leviers qui ont été plus particulièrement regardés, qu'on souhaite regarder avec vous, donc qui étaient la réponse dans les questionnaires, c'était formulé de cette façon. Donc, quels sont les leviers les plus pertinents et ceux que vous avez déjà investis sur votre territoire? Donc ça, on peut passer à la diapo, voilà. Donc là, on est revenu, on n'est plus à l'échelle des actions, on est à l'échelle des leviers. Donc c'est déjà plus globalisé. Donc ce qui apparaît comme étant les leviers les plus cités,
sont à la fois par les communes et par les intercommunalités et le conseil départemental. Donc là, pour le coup, sont des leviers dans la globalité qui portent, pour le coup, sur le secteur des transports. Donc avec deux leviers principaux. Un premier sur les véhicules électriques et un second sur la réduction des déplacements. Donc ça, c'est des leviers qui, pour le coup, sont des leviers que vous avez déjà mobilisés dans vos collectivités. Alors, c'est à l'échelle du département, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les collectivités le font, mais malgré tout, ça traduit un véritable engagement des collectivités sur cette thématique. Non, pas encore. Il y a un second levier qui concerne, enfin un troisième levier, pardon, qui concerne tout ce qui est électricité renouvelable. Alors pour le coup, ça fait beaucoup écho à la définition des zones d'accélération. C'est jamais qu'une première étape, parce que bien sûr, c'est un premier pas vers des projets, vers l'engagement dans des projets ou davantage de projets, mais c'est essentiellement la définition des zones d'accélération qui est apparue dans les questionnaires. Et puis le dernier levier, qui, je ne l'ai pas dit, mais qui n'est pas entouré sur la diapo, parce qu'il renvoie plutôt à la gestion des ressources et à la préservation de la biodiversité, donc qui est celui de la désimperméabilisation des sols. Donc quelque part, c'est assez rassurant que ça soit une préoccupation des collectivités, et ça fait écho à un certain nombre de politiques, et notamment à la politique zéro artificialisation nette, sur laquelle on vous interpelle assez régulièrement. Donc on voit que c'est un levier, malgré tout, au-delà des difficultés de mise en œuvre, sur lequel les collectivités pensent à la fois qu'il est pertinent et à la fois que vous le mettez déjà en œuvre. Donc ça, c'est vraiment les leviers qui, à l'échelle départementale, apparaissent comme étant ceux que, collectivement, vous estimez être mis en œuvre par vos instances. Peut-être pour faire écho à ce premier type de levier, cette première famille de leviers, il y a un premier témoignage donc, qui va porter de la part de Marie-Camille Carmona du MEDEF, et que je laisserai présenter un premier témoignage en lien avec les questions de mobilité. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marie-Camille Carmona du MEDEF de Saône-et-Loire, et j'anime la plateforme Un territoire, une solution. Peut-être que tout le monde ne sait pas ici ce qu'est cette formidable plateforme. Un territoire, une solution, c'est une plateforme qui accompagne les entreprises dans leur dynamique RH. C'est une plateforme qui a été voulue par les services de l'État en 2021 et qui est actuellement animée par le MEDEF. Elle est financée par les services de l'État, le Conseil régional, et également par des entreprises. Un des sujets d'un territoire, une solution, c'est de travailler sur l'attractivité des entreprises et des territoires. Et le sujet de la mobilité est un sujet qui revient très régulièrement lors de nos échanges avec les entreprises. L'enjeu, c'est de pouvoir attirer de nouveaux salariés, mais aussi conserver ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Et la mobilité est un vrai enjeu, compte tenu des enjeux écologiques, mais aussi économiques, surtout sur les bas salaires. On a voulu pouvoir travailler sur le sujet et mettre autour de la table différents acteurs pour accompagner les entreprises. De ce fait, nous avons construit un groupe de travail sur la zone de Blanzy avec l'entreprise Michelin, mais aussi toutes les autres entreprises de cette zone d'activité, la zone de la Fiole, pour traiter du sujet et essayer de mettre collectivement en place des solutions qui se veulent opérationnelles. Cela ne peut pas se faire sans l'intervention des collectivités en charge de la mobilité, et c'est donc tout naturellement que nous avons travaillé avec les services de la UCM sur le sujet. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette étude? Nous avons travaillé avec le cabinet 1 km à pied, qui est un cabinet clunisois, qui en plus le mérite d'être local. Nous avons étudié de manière très fine les habitudes de transport des salariés de la zone entre le domicile et le travail, en tenant compte de leurs horaires de travail, de leurs habitudes, si ce sont des horaires postés. Et nous avons extrait des données sociales, de leur fiche de paye. Nous avons réussi à identifier si ils ont l'habitude
de faire ces trajets avec un véhicule individuel, c'est une voiture de fonction, ou avec d'autres solutions collectives ou de mobilité douce. Ce qui ressort, c'est la même chose que les résultats de votre étude, énormément d'habitudes de trajet avec des véhicules individuels. En parallèle de cela, nous avons identifié et cartographié de manière très fine tout l'existant sur le territoire en termes de solutions de mobilité, que ce soit les voies vertes, mais aussi les transports en commun, en tenant compte des horaires de travail. Il en est ressorti finalement des solutions assez simples et relativement peu coûteuses à mettre en place. Nous avons retenu collégialement avec les entreprises et les services de la CUCM 3 actions à mettre en place. La première, qui est déjà active, une plateforme de covoiturage qui est utilisée par toutes les entreprises de la zone, et nous invitons d'ailleurs toutes les autres entreprises de manière plus élargie à utiliser la même pour pouvoir créer des synergies. Je n'ai pas d'action sur cette plateforme en particulier. Et 2 autres solutions qui demandent l'intervention de la collectivité locale en charge de ces solutions de mobilité, c'est de prolonger la voie verte qui passe juste à côté de la zone pour permettre un accès sur la zone et permettre à une 50aine de salariés de pouvoir avoir accès à des solutions de mobilité douce. Et enfin, de créer des navettes entre trois villes autour de la zone pour permettre l'accès en transport collectif de manière assez simple, puisqu'on serait sur des navettes à la demande. Donc des solutions qui sont relativement peu coûteuses et faciles à mettre en place. Nous en sommes dans la phase de mise en action. Et aujourd'hui, j'interviens devant cette assemblée d'élus pour vous tendre la main. Si vous souhaitez, à l'échelle de votre territoire, pouvoir travailler sur ces sujets et au final mettre en place des actions qui auront un impact fort sur des solutions de mobilité collective pertinentes et également des solutions de mobilité douce, je vous tends la main et je vous invite à contacter un territoire de solution. Je me permets une toute petite digression. Avec l'accord des organisateurs, un territoire de solution porte également un événement qui m'est très cher, que sont les Journées du patrimoine économique. C'est un événement qui aura lieu pour la 3e année à la rentrée juste après l'été 2024. 3 journées, vendredi, samedi, dimanche, où nous permettons à toutes les entreprises de Saône-et-Loire, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, d'ouvrir leurs portes pour faire connaître leur métier. C'est un événement qui prend de l'ampleur. L'année dernière, nous avons 140 entreprises, près de 10 000 visiteurs. On souhaite faire encore mieux l'année prochaine et pour ce faire, on a besoin de vous. C'est un événement d'entreprise, mais surtout un événement de territoire. Et nous remarquons que là où les communes, les collectivités sont impliquées, ça marche encore mieux. Sur ce sujet-là, je vous tends également la main et je vous invite à prendre contact avec un territoire de solution. Merci. Merci beaucoup pour votre... Merci beaucoup pour votre présentation. On voit, globalement, au niveau national, ce sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport, c'est vraiment le sujet le plus compliqué. Et tous ces sujets de déplacement, on est vraiment sur des sujets vraiment les plus compliqués à appréhender, à trouver des solutions et à mettre en œuvre. Et donc vraiment merci pour votre présentation parce qu'on voit que en plus c'est avec multiples solutions, du covoiturage, des mobilités douces, de la navette. Et c'est vraiment ce mix de solutions qui a permis d'avancer. Effectivement, la mobilité, c'est un sujet qui est très complexe. Il n'y a pas de solution unique, sinon on aurait déjà réglé le problème. Du coup, je souhaite qu'on peut avoir un temps d'échange et de questions, de témoignages, sur ce sujet de la mobilité, sur ce que vous avez présenté, qu'il faut qu'on essaye de dupliquer. Voilà. Donc, au fond de la salle, je ne vois pas qui veut poser une question. Il y a un micro pour la salle, il y a des micros aussi. Allez-y. Du coup, peut-être que vous présentez avant de venir, puis Bonjour. Allez-y. François Antérieux, je suis maire de Semur-en-Brionnais, mais j'ai une question qui n'est pas sur la mobilité, donc peut-être ça serait plutôt sur l'agriculture.
Du coup, dans la deuxième séquence... Donc un peu plus tard. Donc dans la deuxième séquence, on abordera plus des sujets de l'agriculture, donc je vous propose de réserver votre question à la deuxième séquence. En tout cas, déjà, je voudrais remercier la présentation. C'est quand on a eu le questionnaire, on pouvait se poser quelques questions sur comment on allait pouvoir l'exploiter. Parce qu'il y a un certain nombre de questions où on n'avait pas la compétence en tant que commune, voilà. Et donc c'était compliqué de répondre. Et je trouve que la restitution est très claire, très simple, et on peut vous féliciter pour ce travail. Merci. Merci beaucoup. Non, mais surtout, merci surtout pour vos réponses au questionnaire. C'est vraiment une matière extrêmement riche pour construire ensemble nos politiques publiques. Je ne sais pas s'il y a du coup des... Voilà, je sais pas, n'hésitez pas, même dans vos... Si vous voulez critiquer, n'hésitez pas. Vous avez des questions, des témoignages, des critiques. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vraiment je pense que ce que vous avez présenté, c'est vraiment un exemple pour la région, pour le département et pour l'ensemble de la région. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à dupliquer dans plein d'endroits. On le fera. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on va passer à la séquence. Vas-y. Puisqu'il n'y a pas de questions, je vais juste en profiter. Donc, bonjour à toutes et à tous, Jean-Pierre Laurent de DDT. Simplement, je voulais juste peut-être rebondir sur la première partie de l'exposé, malgré la clarté des présentations qui vient d'être soulignée. Bon, j'imagine que par rapport à ce qui vous est présenté, vous vous dites qu'on est quand même engagé dans une démarche ambitieuse d'une certaine complexité. Ce que l'on n'a pas dit dans la présentation qu'on aurait pu rappeler et souligner, c'est que dans les premières réunions de sensibilisation sur cette démarche de transition écologique, et grâce aux travaux et à l'analyse qui ont été produits par le secrétariat général à la planification écologique, l'ensemble des leviers, des actions qu'il va falloir qu'on mette en place tous ensemble pour parvenir à ces objectifs, quelque part, le SGPE, il les a classés en 3 catégories. Pour 20% de ces actions, on considère que ça, c'est un effort important, ça appelle à un changement de nos pratiques, à une adaptation de nos pratiques. Ça, c'est lourd, c'est pesant, parce que souvent, ça envoie des changements culturels. Pour 20 autres pourcents, le SGPE, il estime qu'il va falloir s'appuyer sur le développement, la recherche, l'innovation. Il reste 60%. Et les 60%, il rappelait, il soulignait que ça correspond à des actions qui sont déjà engagées par les territoires, et notamment vous, collectivités. Vous êtes déjà engagés dans ces actions. Il faut simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un objectif à 2030. Il faut accélérer, il faut faire, non pas en 10 ans, mais dans les 7 ans qui nous restent, ce qu'on a fait dans les 30 dernières années. Et pour terminer, ces actions dans lesquelles vous êtes engagés, on va avoir un témoignage dans quelques minutes avec la présidente de CCGAM. Pour être concret, ces actions, vous, collectivités, et les représentants que vous êtes, vous les portez à travers différentes démarches de planification, les SCOT, les PLUI, les PCAET, et puis une dernière démarche plus récente qui se veut être intégratrice, ce sont ces fameux CRTE, initialement des contrats de relance et de transition écologique, aujourd'hui des contrats de réussite de la transition écologique. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Est-ce que du coup ça suscite des interventions? Je ne sais pas si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Allez-y, oui. On vous apporte tout de suite un micro. Oui, bonjour Monsieur Guillermin, adjoint à la mairie de la Régineuse. Donc déjà, je rejoins mon collègue là, sur la qualité des présentations et puis surtout l'investissement des services des préfectures et de l'État sur ce sujet que je sais très motivé. Et ce que vous avez dit, Monsieur le Directeur, c'est juste, il y a aussi pas forcément des actions qui sont coûteuses à mettre en œuvre. Nous, sur la commune, ça nous a pas coûté très cher. On a mis en place des jardins partagés, un verger conservatoire, des refuges LPO. Ça n'a pas été difficile. Bon, par contre, on a mis d'autres actions qui ont été énoncées tout à l'heure, là, sur, par exemple, l'éclairage public, pour consommer moins d'énergie, sur la rénovation de bâtiments, il y en a encore beaucoup à faire. Par contre, ce que je dirais, c'est que sur ces sujets, on va buter sur deux problèmes. Et je ne veux pas tout ramener à l'argent parce que, comme je te dis, c'est pour ça que je tenais à commencer mon propos par des actions qui
très cher. Il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas forcément des problèmes financiers. Mais quand même, l'argent reste un nerf de la guerre. Et il y a un signal qui est envoyé qui est un peu contraire à ce qui est présenté ici. C'est, vous avez parlé du fonds vert. J'ai des inquiétudes quant à la possibilité, vu les réductions qui s'annoncent sur le fonds vert. Et c'est un peu, malheureusement, le lot d'investissement de l'environnement. C'est des investissements d'avenir qui porteront leurs fruits que sur 30 ou 40 ans. Je suis désolé de voir qu'il faut le faire, mais qu'on a une stratégie à plus 4 degrés à 2100. C'est grave. C'est grave, moi je ne serai plus là. Beaucoup dans la salle ne sont plus là, mais ça sera dramatique. Donc, et puis, et aussi, on a besoin aussi des services de l'État à nos côtés, en termes d'ingénierie, en termes d'appui pour monter, parce que les dossiers ne sont pas faciles à monter. Il faut aussi des études préalables, etc. Pour monter des cahiers des charges. Et les communes toutes seules, c'est un peu compliqué pour elles. Merci. Merci beaucoup, merci Fernand, merci pour votre intervention. Sur le fonds vert, il est en fait vraiment en augmentation. C'est-à-dire que le fonds vert, il était à 0 en 2022, il était au niveau national à 2 milliards en 2023, et il est à 2 milliards 100 en 2024. C'est-à-dire qu'il augmente moins que prévu. Au début, le gouvernement avait annoncé qu'il serait à 2 milliards 5, et il sera finalement à 2 milliards 100, mais il est en augmentation entre 2023 et 2024. Et vraiment, j'en profite pour faire un appel, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de déposer vos dossiers, vos projets pour le fonds vert. La DDT, la DREAL, avec la préfecture, on est vraiment à votre service pour vous accompagner dans vos dossiers de fonds vert. Vraiment, il y a de l'argent, n'hésitez pas, le fonds vert il est vraiment là pour vous accompagner dans vos projets. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention, réaction, critique. Ok, donc du coup on peut passer à notre séquence, à la séquence de couche des leviers les plus pertinents, que vous avez jugés pertinents, mais qui n'ont pas encore totalement été investis dans le territoire. Oui, et pour le coup, c'est le pas totalement investi qui est important parce que finalement, on le verra après, il y a déjà des exemples locaux. Donc sur ces leviers, ce qui est ressorti en premier, et pour le coup, c'est très en phase finalement avec le secteur sur lequel on pense en Saône-et-Loire, une partie des efforts que vous portez. Donc il y a deux leviers qui ont été largement cités, donc qui sont les leviers liés à la loi Egalim et au développement de l'agriculture biologique et à haute valeur environnementale. Donc ça, c'est des choses, vous verrez par la suite, Madame Barnet, présidente de la communauté de communes Grand Autunois-Morvan, vous présentera la démarche qui a lieu sur son territoire. C'est vraiment le type d'actions qui sont attendues de la part des collectivités. Et un des objectifs de l'intervention qui suivra est justement de mettre en avant, parce que c'est quelque chose qu'on perçoit à la DDT et par les services de l'État, le lien nécessaire avec les acteurs locaux, avec la profession agricole, où on sent très bien, alors, y compris quand on vous accompagne sur des projets, que ces discussions elles ont lieu, mais qu'elles ne sont pas toujours faciles, tout simplement des fois parce que les acteurs ne se connaissent pas, enfin, pour différentes raisons. Donc ça, c'est vraiment un sujet important, notamment au regard de l'importance du secteur dans le département, parce que c'est là, finalement, qu'il y a le plus gros gain potentiel à attendre. Ensuite, ont été cités le captage de méthane dans les installations de stockage de déchets non dangereux. Donc ça, c'était plutôt un petit peu une surprise, parce que les installations ne sont pas si nombreuses que ça en Saône-et-Loire, d'une part, et d'autre part, je crois qu'elles sont équipées en plus, pour le coup. Donc voilà, c'est un élément. Et puis, mais en tout cas, c'est le ressenti des élus, donc c'est important de vous en faire part. Et puis le dernier point concernait le développement du biogaz, donc peut-être à mettre en lien finalement avec le peu d'unités de méthanisation présentes dans le département, par exemple. Donc voilà un petit peu des exemples de leviers qui ont été remontés comme pertinents, mais aujourd'hui que vous estimez pas assez mis en œuvre ou sur lesquels vous n'êtes pas encore un niveau d'investissement ou d'engagement que vous estimez pas encore suffisant en tout cas. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel quelque part. Je passe la parole à Madame Barnet, donc présidente de la communauté de communes Grand Autunois-Morvan.
Donc tout d'abord, merci à Monsieur le Préfet d'avoir invité notre intercommunalité à présenter son projet alimentaire territorial qui a beaucoup d'années. Ça a débuté dans les années 2010-2014 et notre objectif, c'était de faire le nécessaire pour que notre abattoir qui devenait intercommunal puisse avoir un devenir avec donc une mise en demeure de l'État. Et comme vient de le dire M. Revel, il fallait travailler avec la profession. Et nous avons tout mis en œuvre, élus, socio-professionnels, pour que ce projet et cet abattoir soient modernisés. Et donc, je vais vous présenter ce que l'on a pu faire. Et aujourd'hui, on a eu des prix nationaux sur la souveraineté alimentaire qui montrent qu'on peut y arriver et que le travail en commun est porteur de résultats. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre intercommunalité qui se trouve au nord-ouest du département de Saône-et-Loire, qui est composée de 55 communes avec la ville-centre Autun, mais sur un grand territoire, je le dis, qui représente quasi un département, 1200 km², c'est le département du Val d'Oise, avec des polarités, parce que étant très vaste, nous avons dû maintenir des polarités en proximité, que sont les communes d'Épinac, Étang-sur-Arroux, Couches et Hanau dans le Morvan. C'est un territoire rural où nous avons à ce jour à peu près 600 exploitations agricoles, une population un petit peu inférieure à 40 000 habitants, et avec une forte diversification, et notamment avec des ventes directes, que ce soit de la viande bovine, porcine, aussi des élevages d'escargots, de truites, de volailles, apiculture, maraîchage. Et je développerai le maraîchage. On a vraiment travaillé sur ce projet alimentaire territorial en se disant on va adapter notre demande à l'offre du territoire. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment retenir. Parfois, nous, les élus, on a tendance à imposer notre feuille de route, mais avec les aléas climatiques, les gelées, je crois qu'il est important aujourd'hui de se dire on doit adapter notre demande à l'offre territoriale. Sur ce territoire, il y a des enjeux très forts en matière économie pour le maintien de l'activité agricole. Nous venons de porter une étude avec la Chambre d'agriculture qui démontre que dans les 5 années à venir, plus de la moitié des exploitations agricoles seront à reprendre et on va devoir donc s'atteler à la reprise-transmission de ces exploitations agricoles. Et il y a un enjeu d'activité économique et de plus-value sur ce territoire qui est important. Nous avons toute la nécessité environnementale et la préservation, ça a été dit, et je crois que le travail que l'on a tous mené ensemble montre qu'on doit préserver la nature, faire que la biodiversité se maintienne et que l'on protège les espèces sensibles, et puis aussi toutes les questions liées à l'eau. C'est quelque chose qui est très important, surtout sur un territoire comme le nôtre, où l'eau est plutôt gravitaire et plutôt en manque en période d'étiage. Et par ailleurs, nous avons travaillé sur tout ce qui était la santé publique. On travaille avec les enfants, avec les anciens, pour se dire qu'aujourd'hui, santé, nutrition, ça a du sens. Et nous avons même des ateliers avec les personnes les plus vulnérables pour leur dire qu'ils peuvent réapprendre à cuisiner et à manger des produits de qualité à un prix plutôt correct, et ça fonctionne plutôt bien. Concernant notre intercommunalité, nous avons une cuisine centrale intercommunale qui fournit 1500 repas jour, dont 1200 pour les primaires sur 33 sites de restauration, et il y a du portage de repas à domicile pour les anciens, soit 300 repas jour. Cet abattoir intercommunal est de multi-espèces, donc avec une délégation de service public qui a été renouvelée en 2014, qui est arrivée à terme cette année et qui vient de faire l'objet d'un renouvellement donc avec la SICA d'Autun. Et nous avons travaillé avec les socioprofessionnels sur une association de sauvegarde de l'abattoir et ensuite une association de promotion de l'abattoir. Et là, comme ça a été dit, on a vraiment travaillé avec la filière dans sa globalité, avec aussi la Chambre d'agriculture et tous les acteurs pour être en phase élus et socioprofessionnels. On peut passer à la diapo suivante. Comme ça a été dit par le directeur de la direction départementale des territoires, nous sommes engagés sur différents dispositifs, le plan climat, air, énergie territorial, et là on travaille sur l'économie locale, la production d'énergie renouvelable. D'ailleurs, nous portons un projet, je pense aussi que d'autres territoires peuvent le faire,
avec une zone d'activité économique à Étang-sur-Arroux. Nous avons un projet d'autoconsommation collective, partenariat public-privé, qui permet donc aux industriels, aux bâtiments communaux et intercommunaux d'avoir une production locale et une consommation locale maximale. Donc ça nous semble très pertinent. Et là, les panneaux photovoltaïques sont en train de fleurir sur la zone d'activité économique pour répondre à ces enjeux. Nous avons travaillé sur un plan paysage en lien avec notre document d'urbanisme intercommunal qui est au niveau du PADD actuellement. Et puis, nous portons aussi donc un contrat de réussite et de transition écologique, en sachant que nous avions eu initialement en 2020 un contrat de transition écologique. Et depuis 2016, nous sommes engagés sur une transition énergétique pour la croissance verte. Et là, on a travaillé sur toutes les questions liées à la mobilité durable et puis à faire que, notamment, ça a été dit par la précédente interlocutrice qui nous disait qu'on pouvait développer la mobilité. On se rend compte quand on porte des études qu'aujourd'hui, 50% des salariés habitent, notamment sur Autun, pour les deux principales entreprises que sont DIM et Nexens, à moins de 5 km de leur lieu de travail. Donc je pense qu'on a aussi des leviers de développement de la mobilité douce. On a développé une voie verte, mais je pense qu'on peut aussi être encore plus performant à ce niveau. Et on va parler un peu plus en détail du projet alimentaire territorial. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, les actions 2021-2024, nous avons donc contribué à la transition écologique avec une production agricole responsable en accompagnant donc les producteurs à s'inscrire dans la haute valeur environnementale. C'est quelque chose qui, au départ, leur a fait un peu peur. Et le travail qu'on a pu mener, élu avec Chambre d'agriculture, fait qu'aujourd'hui, plus d'une cinquantaine d'agriculteurs de ce territoire se sont inscrits dans cette démarche et ont vu toute la plus-value que cela a pu leur apporter. Sur le gaspillage alimentaire aussi, nous avons travaillé avec les écoles et aujourd'hui, nous avons un gaspillage alimentaire qui est inférieur à 10% à la moyenne nationale sur notre territoire parce qu'on a des produits de qualité et tout le monde et les enfants ont découvert le goût des produits de qualité et sont plutôt satisfaits. Et nous avons chaque année de plus en plus d'enfants qui déjeunent durant donc le temps méridien sur nos cantines scolaires. L'approvisionnement local, aujourd'hui, nous avons plus de 25% de nos produits qui proviennent d'une production locale, avec une cinquantaine de producteurs locaux qui sont engagés. Je le dis à chaque fois, on a dû un petit peu lever les verrous des marchés publics, parce que ce n'est pas toujours simple d'avoir donc une concordance entre nos besoins alimentaires locaux et les marchés publics, mais en mettant des critères d'approvisionnement locaux et éviter aussi les transports, on a pu donc lever cette problématique. Le développement économique de la ressource et favoriser la création de valeur ajoutée. Donc là, tout le monde a bien compris, que ce soit les socioprofessionnels, les élus, la Chambre d'agriculture, que ce travail nous permettait de dynamiser notre agriculture locale et a permis une plus-value forte, notamment du monde agricole, qui a un prix au kilo viande vive, donc sur pied, supérieur au prix qu'ils pouvaient vendre lorsqu'ils avaient des contrats avec d'autres commerçants. Donc là, il y a eu un gros travail de fait avec la grande surface hypermarché locale, parce que notre problématique aujourd'hui, c'est lorsque l'on abat une bête, la restauration collective a la partie avant de la bête, mais qu'est-ce qu'on faisait de la partie arrière? Et donc il y a eu un contrat de passer avec les hypermarchés locaux et ça nous a permis, grâce à un chevillard de l'abattoir d'Autun, de pouvoir donc commercialiser l'ensemble de la carcasse. Et c'est quelque chose qui est facile à dire, mais qui a été beaucoup moins simple à mettre en place. Et là aussi, c'est ce travail en partenariat qui nous a permis de réussir et qui a pérennisé ce modèle. Par ailleurs, donc, nous avons aussi travaillé sur l'outil de transformation et de commercialisation. Nous avons une convention aujourd'hui avec la commune du Creusot pour l'approvisionnement de ces cantines via l'abattoir d'Autun. Mais il me semble important que l'on doit travailler encore sur une unité de transformation qui doit dépasser notre territoire et qui doit être interterritoriale pour être encore plus performant. Et c'est sur ce point-là que nous sommes en train de travailler pour développer certes l'approvisionnement, mais aussi l'outil de transformation.
Par ailleurs, nous avons aussi réappris à nos cuisiniers, dans notre cuisine centrale, à éplucher des légumes. On a investi dans une légumineuse pour, là aussi, être plus performants. Comme je viens de vous le dire, donc la politique en lien avec la jeunesse est pour nous quelque chose d'important. On sensibilise les enfants, notamment à l'école, pour le bien manger, la nutrition, la santé, le sport, sur l'anti-gaspi et sur la solidarité territoriale. Il me semble important que toute personne puisse éviter la précarité alimentaire en milieu rural. Et là, on développe des actions avec les ateliers nomades qui, comme je vous l'ai dit, sont très prisés. Et aujourd'hui, il y a des personnes vulnérables qui ont peu de revenus, qui ont repris goût à la cuisine et qui ont compris l'enjeu. On peut bien manger pour des prix assez compétitifs. Notre partenariat ne cesse de grandir. On essaie de travailler sur l'approvisionnement local. On est beaucoup démarché par l'ensemble des collectivités voisines, que ce soit le département, la région Bourgogne-Franche-Comté, les hôpitaux, la clinique d'Autun. Et bien sûr, on travaille avec toutes les associations et tous les socioprofessionnels. Ce que je dirais, c'est qu'il faut continuer à communiquer ensemble, mais les élus, on n'est rien sans la profession et sans les acteurs économiques locaux. Et je l'ai dit à M. Revel lorsqu'on a préparé cette intervention, je crois que parfois les élus, on est dans notre couloir et on ne regarde pas suffisamment et on n'interviewe pas forcément suffisamment avec une co-concertation et une co-construction nos politiques locales avec les filières et les socioprofessionnels. Et nous, notre partenariat était vraiment gagnant-gagnant en faisant que, par une difficulté, une fermeture d'abattoir, on a eu ce rebond qui nous a permis de créer une dynamique qui ne cesse de croître parce que notre projet alimentaire territorial est un des premiers de la région Bourgogne-Franche-Comté et actuellement nous sommes donc notre dossier au ministère de l'Agriculture pour avoir une reconnaissance niveau 2 de notre projet alimentaire territorial par rapport à toutes les actions concrètes qu'on a déjà menées et qu'on va encore mener jusqu'à la fin de ce mandat pour développer cette filière sur notre territoire qui en a bien besoin et où on a besoin aussi d'avoir de nouveaux agriculteurs qui s'installent et qui aient une plus-value réelle, économique et une plus-value ajoutée sur ce territoire. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc l'historique de la structuration, je pense que c'est bien de le rappeler. Donc création de l'association de sauvegarde de l'abattoir en 2012. 2014, donc on a le premier recrutement d'un chargé de mission sur l'agriculture. Et là, il y a 10 ans, on a donc mis en place cette commission mixte paritaire. C'est quelque chose qui, je pense, peut être dupliqué pour plein de politiques, à égalité de représentants élus socio-professionnels, chambre d'agriculture, structure de la filière, syndicats professionnels. Premier groupement d'intérêt économique et environnemental du département de Saône-et-Loire qui a été créé en 2015, là aussi qui a permis la valorisation et qui travaille toujours avec nous sur le développement de la haute valeur environnementale, de la reprise et transmission et de tous les enjeux qu'on peut avoir entre intercommunalité et territoire. 2016, création de l'association Saveurs de nos prairies autunoises. Et là, c'est en lien avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hypermarchés, la grande et moyenne surface, où les éleveurs donc commercialisent l'arrière de leurs bêtes via le chevillard pour avoir donc l'ensemble de la carcasse commercialisable. En 2018, nous avons eu la signature d'une convention de partenariat avec la Chambre d'agriculture et un travail sur la diversification agricole. Et là, ça a été le début en 2018 du véritable approvisionnement local de notre cuisine centrale. Nous avons en 2019 donc l'association de producteurs d'élus et de comités des fêtes avec Saveurs de nos villages qui ont développé les actions auprès du grand public avec des marchés de producteurs, des jeudis de pays pour sensibiliser toute notre population à cet enjeu donc de souveraineté alimentaire et de production et de consommation locale. L'abattoir a été inauguré en 2020 et je remercie encore l'État, l'Europe, la région, le département qui nous ont vraiment accompagnés financièrement. Il y a des travaux dans la cuisine centrale pour là aussi permettre donc une production locale avec des produits transformés localement parce qu'on a adapté donc notre demande à l'offre locale et là aujourd'hui tous les producteurs sont satisfaits de la plus-value que l'on leur donne
en monnaie sonnante et trébuchante. Comme je l'ai dit, reconnaissance de notre projet alimentaire territorial en 2020, développement des groupes de travail sur le maraîchage avec de nouvelles installations sur ce territoire, l'agroforesterie, les légumineuses, la création de l'association pour le développement de la haute valeur environnementale en 2022 et qui ne cesse de croître. 2022, l'ouverture du magasin de producteurs, la station fermière, parce que là maintenant la boucle est bouclée. Les enfants qui le midi découvrent les produits locaux, maintenant emmènent les parents à ce magasin de producteurs locaux qui se situe à Autun pour le week-end et pour faire découvrir les bonnes saveurs des produits transformés et donc consommés sur place. Et par rapport à la question des transitions, je dirais que c'est un bien-être animal avec beaucoup moins d'effets de CO2, avec un transport entre l'exploitation agricole et l'abattoir. Et au lieu d'aller faire abattre la bête à des centaines de kilomètres, donc il y a un bien-être animal, il y a des transitions qui sont respectées et surtout on a une plus-value qui est indéniable et qui est reconnue par tous les acteurs de la filière et l'ensemble des élus de ce territoire et des élus même départementaux. Donc la restauration collective en chiffres, le coût de revient c'est 5,74 €. Vous aurez, je pense, la diapositive, vous pourrez voir, je ne vais pas développer. Nous avons voulu mettre en adéquation, comme je vous l'ai dit, avec une planification annuelle, les menus. Sur le site internet du Grand Autunois Morvan, vous pourrez voir les menus où il y a les petits logos qui montrent si ce sont des produits bio, la provenance des produits. Donc tout le monde peut connaître d'où proviennent les produits. Nous faisons le nécessaire pour que l'ensemble des producteurs qui se sont engagés dans cet approvisionnement aient vraiment une équité, une égalité de traitement, avec des tarifs bien sûr qui sont bien plus rémunérateurs que ce qu'ils pouvaient avoir au préalable. Donc, comme je vous l'ai dit, un tiers des achats de produits se fait sur ce territoire et donc pour environ 1,5 million d'euros, il y a vraiment une très forte plus-value financière suite à ce projet alimentaire territorial. Tout au long de l'année, on a aussi des menus 100% locaux et où on invite les élus, on invite le GI2E. Là, cette semaine, il y a le GI2E qui vient sur notre territoire déjeuner dans nos cantines pour découvrir ce qui s'y passe. Donc nous avons aussi travaillé sur la formation parce que quand on est élu, on a du personnel et si on veut que aussi notre personnel porte notre politique, on a formé nos agents territoriaux, que ce soit les agents des cantines, que ce soit les agents dans les accueils de loisirs, les agents périscolaires. Et là, vous pouvez voir que 170 agents périscolaires ont été formés à l'alimentation durable et nous essayons toujours de continuer à les accompagner pour qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs auprès des enfants et aussi auprès des personnes qu'ils rencontrent dans cet objectif. Et donc nous avons des outils de communication pour les scolaires parce qu'on pense que ce sont les enfants qui sont les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs vecteurs du développement durable et donc de ce projet alimentaire territorial. Je ne vais peut-être pas développer. Donc bien manger, ça s'apprend aussi à la cantine. Et puis enfin, nous travaillons actuellement sur toutes les questions liées aux plantations de vergers, à la diversification agricole. Et puis enfin, nous avons 39 exploitations pour près de 7500 hectares en 2023 qui se sont engagées dans la qualité, notamment dans la certification haute valeur environnementale collective en lien avec les agréments, que ce soit l'agrément de l'abattoir pour l'IGP Charolais de Bourgogne et pour d'autres agréments. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de maraîchers qui se sont mis dans la filière bio, une quinzaine, et on pense encore pouvoir développer cette filière. Voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous souhaitez venir découvrir la cuisine centrale et venir manger les produits locaux de l'Autunois Morvan, on est à votre disposition parce qu'on sait que différents élus sont déjà venus et ont pu un petit peu prendre le pouls
Mais le vrai enjeu, je pense, c'est l'accompagnement et la collaboration qu'on doit avoir avec les professionnels. C'est là où il y a la plus grande difficulté et je tiens à le souligner, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui est vraiment très inspirante. Je dirais aussi pour l'ensemble de la région. Puis à titre personnel, j'accepte votre invitation pour pouvoir venir. Avec plaisir. Du coup, je pense que ça peut avoir pas mal de réactions, de questions, de remarques, et plus globalement aussi sur tous ces sujets, je dirais, de mise en relation en fait des agriculteurs et sur, c'est vraiment au cœur de notre thème, mieux se nourrir de la planification, comment est-ce qu'on arrive à mettre ensemble et à faire les liens au niveau local, entre agriculture et comment est-ce qu'on se nourrit. Du coup, monsieur, vous vouliez intervenir, allez-y. Merci beaucoup pour la présentation. Juste sur ce thème-là, on a un EHPAD à Semur-en-Rayonnais, Marcigny aussi, et donc j'étais un peu nouveau et j'ai demandé comment on fait pour acheter des produits locaux. Et donc là, la direction m'a dit c'est très très compliqué parce qu'on dépend d'appels d'offres ARS, tout ça, etc. Et on n'a pas vraiment de schéma pour acheter localement. Et en plus, ça posait des problèmes aux cuisiniers parce que dans les schémas ARS, en fait, pour les hôpitaux, les gens restent le moins longtemps possible dans les hôpitaux. Par contre, dans les EHPAD, ils restent longtemps et la bonne nourriture fait partie aussi du soin, je pense. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de côté ARS sur ces gros appels d'offres, en fait, une problématique par rapport à des achats locaux? Et souvent, d'ailleurs, il est dit que les producteurs locaux sont trop petits pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire quand même que sur Autun, pour les personnes notamment qui sont donc fournies par notre cuisine centrale avec un portage de repas à domicile et qui ont, par exemple, un problème pour donc avoir un repas, on va dire, traditionnel, on a des repas qui sont donc fournis par l'hôpital d'Autun, notamment tout ce qui est transformé et puis mis de manière un peu plus pas dure. Enfin voilà, on doit travailler avec l'hôpital pour quelques menus particuliers, ça c'est clair. En revanche, je pense qu'on doit pouvoir obtenir l'agrément et pouvoir obtenir un marché public local. On s'est contraint au marché public, je vous le dis, ça a été compliqué parce qu'au départ, il a fallu aussi accompagner nos producteurs locaux et les former pour qu'ils puissent répondre au marché public. Et ça, l'intercommunalité a accompagné les producteurs parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de répondre à des marchés. C'est le premier point. Parce qu'au départ, on les rencontrait lors de nos réunions, ils nous disaient c'est sympa, vous avez lancé le marché, mais nous, on est passé encore à côté. Donc on s'est fait quand même un petit peu discuter à ce niveau-là. Et là, en les accompagnant, on est arrivé à trouver le bon équilibre. D'ailleurs, on vient d'avoir un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui nous montre qu'on est dans les clous par rapport à ça. Et l'autre point, je pense qu'il faut vraiment partir à l'inverse, parce qu'au départ, nous, on s'était dit il faut tant de légumes, tant de viande chaque année. Et en fait, on a demandé aux producteurs qu'est-ce qu'ils étaient en capacité de nous fournir pour adapter nos menus, parce qu'ils sont adaptés sur toute l'année, pour pouvoir répondre à leur offre. Et là, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. On peut vous mettre en relation avec notre service juridique, mais on a quand même un petit volet repas hôpitaux pour les personnes âgées qui ont des menus très spéciaux. Et là, on fait une convention avec l'hôpital où on récupère le repas préparé par l'hôpital d'Autun et qui est transporté donc au domicile de la personne. Bon, c'est infime, mais c'est le cas. Oui, merci beaucoup, parce qu'effectivement, vous avez été confronté à toute une série de difficultés, vous avez trouvé des solutions. Oui. Et donc, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est qu'on puisse, à partir de votre exemple, que chacun
que tout le monde va être confronté aux mêmes difficultés, et ce qui est intéressant, c'est que chacun ne redécouvre pas les solutions par lui-même sur une longue durée, mais qu'on puisse capitaliser sur votre expérience pour pouvoir la diffuser dans le département, dans la région. Même au niveau national, hein, c'est ce qu'on fait. Et même au niveau national, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un exemple extrêmement inspirant. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, questions? Allez-y, oui. On va vous amener un micro. Christian Duguay, maire de Montsorani. J'ai pas de questions. J'ai juste envie de vous dire qu'après une telle présentation, on a juste envie de vous nommer ministre des filières locales alimentaires. Votre projet il touche plusieurs problématiques très actuelles qui sont à l'ordre du jour de cette réunion. L'énergie, les circuits courts, l'alimentation, le lien social, vous n'en avez pas parlé, mais je suis sûr si, que oui, c'est le cas, oui. Donc bravo. J'espère que beaucoup de collectivités locales vous piqueront vos meilleures idées et oui, que j'espère. les services de l'État figureront parmi les meilleurs promoteurs de votre projet et de votre résultat. On a eu des prix nationaux par rapport à ça. Et je terminerai simplement sur un point par rapport aux enfants. On a fait des expériences dans les écoles par rapport au Coca-Cola, où notre chargé mission santé a travaillé avec notre chargé mission alimentation. Et en fait, ils ont montré aux enfants une bouteille de Coca-Cola, combien ça représentait de morceaux de sucre. Et en fait, les enfants se sont rendus compte que s'ils avaient eu connaissance du nombre de morceaux de sucre qu'ils avaient avalés en buvant cette bouteille de Coca-Cola, ils n'auraient pas bu la bouteille de Coca-Cola. Donc on voit bien tout l'enjeu de la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes. Et sur le lien social, je peux vous dire, on a un centre intercommunal d'action sociale. Le travail que l'on fait en partenariat avec les ateliers nomades, avec des ateliers cuisine, avec les personnes qui ont plutôt tendance à mal manger, là on leur réapprend. On a même une fête alimentaire qui est à Étang-sur-Arroux, elle aura lieu le 14 avril à Épinac, où on montre qu'avec des produits de base, on peut faire des plats de grande qualité gustative et à un coût tout à fait raisonnable. Et ça, c'est plutôt très agréable à voir et à entendre les personnes qui venaient un peu à reculons dans ces ateliers repartir avec le sourire en se disant maintenant je vais cuisiner chez moi ce que vous avez appris comme menu, etc. et comme recette. Merci beaucoup. Merci. Moi, je trouve que c'est très bien ce que dit Madame Barnet. Moi, je pense j'ai l'impression qu'il faudra aller plus loin. Parce que ce que vous exprimez, c'est comment on fait. Alors, effectivement, il y a une expérience qui est celle de l'outil de Morvan, mais est-ce qu'il ne pourrait pas, moi, j'en sais rien, des chargés de mission, que ce soit au niveau du département, au niveau de l'État, où on ait une démarche, quelque chose de clair, qui puisse, un peu une ossature, justement, pour que les gens les élus puissent s'en servir. On nous dit, faites des circuits courts, mais comment, quoi? Moi, je crois qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut en plus. Voilà. Mais il faut emmener tous les professionnels de la filière avec vous, et c'est comme ça qu'on réussit. Non, mais merci beaucoup, allez-y. Oui, juste une dernière, je ne voudrais pas monopoliser les questions, mais on est dans un département où il y a quand même beaucoup de viande, d'élevage bovin. Et donc là, puisque vous avez abordé le Coca-Cola, on peut aborder la viande aussi. Surtout que dans tous les scénarios, il y a on dit qu'il faut énormément réduire la consommation de viande. Donc, comment vous avez travaillé sur les menus et quel est l'impact en fait, notamment dans vos discussions avec l'abattoir, les producteurs, etc. Alors, comme on a travaillé sur les menus, on a surtout aussi fait, la viande, il y en a, elle est multi-espèces, et on a aussi travaillé sur la transformation et notamment sur la saucisse.
où en fait avant on avait les saucisses comme tout le monde doit avoir dans certaines restaurations collectives. Et là, on a regardé le grammage et on a essayé de mettre vraiment des produits de qualité. Et en fait, pour vous dire au départ, ça n'a pas été simple parce que les parents se sont plaints auprès de nos agents en disant il n'y avait plus qu'une saucisse dans l'assiette, sauf que son apport en calories et puis sa qualité était supérieure. Et il a fallu qu'on amène aussi des parents, notamment des parents d'élèves délégués, dans nos cantines pour qu'ils goûtent les produits et qu'ils voient la qualité qu'on offrait à leurs enfants. Et là maintenant avec la station fermière, le magasin de producteurs, comme ce sont les mêmes produits qui sont dans l'assiette des enfants et qui sont à la vente, le problème ne se pose plus. Mais la viande, on essaie aussi de bien la répartir. On a des menus 100% végétariens aussi durant l'année. Regardez sur notre site, vous allez voir les menus. On a voulu trouver un juste équilibre entre toute cette problématique et on essaie de répondre au mieux à la loi Egalim et on essaie encore d'augmenter notre production locale. Et comme ça réussit, certains producteurs sont en train d'essayer de s'inscrire dans cette démarche et de rejoindre la possibilité d'être retenus pour vendre leurs produits. Mais il a fallu trouver cet équilibre et c'est le chevillard de l'abattoir d'Autun, parce qu'on passe par un chevillard pour notre marché, qui a été la personne qui a fait l'intermédiaire entre l'agriculteur et puis la grande distribution et notre cuisine centrale. Mais il faut un chevillard. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être, oui, juste 30 secondes pour apporter des éléments de réponse à l'intervention de Madame le maire de Marigny, je ne me trompe pas. Sur la question des projets alimentaires territoriaux, Monsieur le Préfet réunissait la semaine dernière, je crois, l'ensemble des porteurs de PAT dans le département. Il y en a 6 au total, dont celui du conseil départemental. Donc la dynamique actuelle, c'est d'accompagner ces territoires à faire monter en puissance leurs projets alimentaires territoriaux. Madame Barnet citait pour les plus avancés d'entre eux la reconnaissance de la labellisation de niveau 2. Mais l'enjeu aussi, qui a bien été identifié, c'est de rendre un peu interopérable idéalement l'ensemble des projets alimentaires qui se développent sur le département. Et c'est aussi une des fonctions du PAT que porte le conseil départemental, qui s'inscrit un peu en complémentarité et en animation des autres PAT qu'on appelle à se développer sur le département. Donc on est dans l'esprit que vous évoquiez, Madame le maire. Merci beaucoup. Du coup, aussi, quelle est la suite? On a essayé de vous présenter là dans cette réunion à la fois vraiment ce qu'on a commencé à tirer de vos questionnaires et c'est avec ces questionnaires qu'on va bâtir une stratégie et de vous présenter 2 exemples vraiment inspirants sur 2 thématiques différentes. Deux thématiques compliquées, la thématique des transports, comment est-ce qu'on arrive à organiser les transports, et la thématique, donc des thématiques déplacement, et cette thématique très, très impressionnante et très inspirante pour l'ensemble du département et de la région sur comment est-ce que sur ces plans alimentaires territoriaux, cette mise en relation agriculteurs-consommateurs. Slide après. Et du coup, je dirais le travail qui est devant nous, c'est à partir de toute cette matière, pouvoir bâtir avec l'ensemble des acteurs de la région, donc en élargissant aux professionnels, aux associations, à l'ensemble de la société civile, une feuille de route de transition écologique sur nos différentes thématiques, pour pouvoir vraiment se doter d'une stratégie pour pouvoir atteindre nos objectifs. On reviendra vers vous, donc vous serez associés à cette feuille de route et on reviendra vers vous pour vous présenter cette feuille de route, la confronter à vos attentes et voir avec vous comment est-ce qu'on peut la décliner de façon opérationnelle dans les CRTE, en se fixant des priorités et en progressant sur ces différents sujets, en permettant, je dirais, de mobiliser nos moyens financiers, nos moyens d'accompagnement de l'État et du Conseil régional sur nos priorités et en
permettant cet échange d'informations au sein de la région sur qu'est-ce qui marche, quelles sont les solutions qu'on a trouvées et comment est-ce qu'on peut les déployer très concrètement dans chacun des territoires pour atteindre nos objectifs. Voilà, Monsieur le Préfet, vous aviez promis qu'on terminerait à 20h. Ah oui, allez-y, une question. Bonsoir, Michel Maillard, maire de Travail. En fait, je voudrais faire un petit coup de publicité. Non, mais ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Un petit coup de publicité pour une démarche qui s'appelle Bâtiment durable, qui existe en France depuis quelques années et qui est déclinée dans 6 régions, dont la région Bourgogne-Franche-Comté, par l'association Terragilis. Ça concerne, comme vous l'aurez compris, le bâtiment, mais ça ne concerne pas que la rénovation énergétique du bâtiment. Ça va bien au-delà. Et il faut, je pense, découvrir un petit peu cette démarche qui va, si vous en êtes d'accord, vous poser 300 questions pour essayer d'aller véritablement de l'avant, à la fois sur les aspects énergétiques, les aspects qualité de l'air intérieur. On a quand même des problèmes de radon, il ne faut pas l'oublier dans notre région. Les aspects gestion de déchets, gestion de l'eau, insertion sociale de la rénovation dans le village, etc. Je vous invite véritablement à vous rapprocher de Terragilis dans vos projets, que ce soit des projets communaux ou des projets de particuliers. Je pense qu'il y a des choses à découvrir. Merci. Merci beaucoup et merci effectivement pour cette intervention. Mais on va quand même essayer de tenir. Ah, allez-y. Au bout d'un moment, on n'arrivera plus à tenir la promesse de M. le Préfet de terminer à 20h, mais allez-y. Allez-y. Aline Vu, adjointe à la transition écologique à la ville de Cluny et vice-présidente climat et énergie à la communauté de communes du Clunisois. Simplement, merci pour ce travail. On aurait évidemment attendu, espéré que l'État le fasse il y a bien longtemps, parce que ça fait 40 ans que le constat du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité est connu. On prend acte qu'on démarre maintenant, il y a quelques temps. On espère évidemment être à la hauteur des enjeux qui sont considérables. Simplement, je m'étonne et je regrette aussi que l'ADEME ne soit pas du tout associée ni évoquée, etc. Alors qu'il y a l'Agence de la transition écologique pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Ah oui, non, je sais bien que la représentante est là, mais malheureusement, je n'ai pas du tout entendu le mot de l'ADEME ce soir. Et c'est vrai que nous, en tout cas au niveau du Clunisois, et peut-être que ce n'est pas le cas d'autres territoires, en tout cas je vous le souhaite, d'être accompagnés par l'ADEME sur plein d'aspects, que ce soit justement concernant le projet alimentaire territorial, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le plan de paysage avec un volet transition énergétique. Et j'en oublie certainement. Voilà. Et donc c'est vrai que réinventer les choses avec le CRTE, alors que justement je pense qu'il y a d'autres territoires aussi, en Saône-et-Loire, comme ailleurs en France, qui sont engagés dans une démarche qui s'appelle Territoire engagé de transition écologique, qui reprend plein de sujets, qui reprennent les différents enjeux du territoire pour pouvoir justement être à la hauteur des enjeux. Voilà, donc il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire ou pour mieux faire. En tout cas, les enjeux sont là et sont considérables. Merci beaucoup. Effectivement, les enjeux sont considérables, mais je vous rassure, l'ensemble de l'État est mobilisé sur ce sujet, dans ses différentes composantes et avec ses opérateurs, l'ADEME, la LCT, le CRMA, tous les opérateurs de l'État sont mobilisés. C'est vraiment l'État, dans l'ensemble de ses composantes, qui sont mobilisés sur ce sujet, je vous rassure. Peut-être que du coup, Monsieur le Préfet, peut-être qu'on va tenir quand même votre promesse de terminer à 20h. Ah non, peut-être pas, parce que... Allez-y. Je crois qu'on peut saluer effectivement la qualité de ces échanges, mais on peut aussi peut-être terminer par un vœu, qui est celui aujourd'hui, puisqu'on est tous rassemblés, que l'on arrive à avoir vraiment une cohérence dans l'ensemble des politiques publiques. Alors je vais prendre 2 exemples. Le premier, puisque bon, on a vu le problème du PAT, on a vu le problème de la mobilité, il reste quand même derrière le problème effectivement du bâti, des bâtiments, même si finalement au niveau du département on n'est pas si mal placé, il y a encore beaucoup à faire. Notamment toutes les collectivités sont confrontées aujourd'hui au décret tertiaire. Donc l'ensemble de mes collègues ici présents ont en tête la nécessité à l'horizon 2030 d'avoir fait la rénovation de leurs bâtiments. Par rapport à ça, il y a 2 choses. La première, c'est que ce serait bien qu'on ait
une cohérence dans les politiques publiques et notamment dans les politiques de financement. On a évoqué tout à l'heure le fonds vert, effectivement, le fonds vert est là. Sauf qu'aujourd'hui, entre l'État et la région, les exigences ne sont pas les mêmes. Si je prends en l'occurrence les exigences de coefficient CRF, on est à plus 40 sur le fonds vert, on est à plus 60 sur la région, ce qui rend quelquefois les opérations à plus 60 infaisables pour des problèmes techniques. Donc ça serait bien qu'à ce niveau-là, il y ait au moins le même niveau d'exigence pour tout le monde, ça nous simplifierait la tâche. Et puis la deuxième chose, ça concerne tout ce qui est la rénovation énergétique de l'habitat, plus de l'habitat public particulier, où, et en l'occurrence, je regarde Monsieur le Préfet quand je dis ça, parce qu'on a assisté la semaine dernière au forum de la rénovation énergétique à Tournu, et je crois qu'on a entendu à quel point les professionnels sont exaspérés aujourd'hui par la complexité des dispositifs administratifs, notamment financiers, et que là on a besoin de simplification si on veut vraiment pouvoir mettre un coup d'accélérateur sur ces opérations où globalement la population est sensibilisée aujourd'hui, mais on a vraiment besoin aujourd'hui de clarté, de simplification, et mon vœu c'est cohérence des politiques publiques à toutes les échelles et simplification administrative. Merci. Merci beaucoup, et je pense qu'on fera tout pour ça, pour je dirais, exaucer votre vœu. Effectivement, dans cette réunion, on a choisi deux thèmes. Enfin, effectivement, il y a tout le thème de la rénovation énergétique qui est absolument majeur, que ce soit des bâtiments publics ou de l'habitat privé. C'est vrai qu'on n'a pas abordé tous les thèmes dans cette réunion, mais c'est un thème effectivement absolument majeur, et je pense qu'on fera tout pour exaucer votre vœu. Et donc du coup, voilà, je laisse la parole en conclusion à Mme Sérénal, puis à Monsieur le Préfet, pour pouvoir conclure cette réunion qui est bien sûr qu'une étape. Hein. On n'a pas c'est une conclusion provisoire et pas une conclusion définitive. Allez. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, Monsieur le Préfet. Vous avez commencé sur l'état des forêts, la journée mondiale des forêts. Moi, je vais clôturer demain, c'est la journée mondiale de l'eau. Et en Bourgogne-Franche-Comté, seulement 23% des rivières sont en bon état écologique. Mais ce que nous montre cette soirée ce soir, c'est que, en fait, on arrive, il est temps de dépasser les constats, parce que si on reste sur les constats, eh ben, on n'a pas envie de bouger, c'est démobilisateur et c'est surtout pas fédérateur. Alors que cette soirée, ce soir, justement, en mettant en avant des solutions qu'il va falloir accélérer, massifier, c'est bien le message qui a été donné, eh ben, la société se met en mouvement, nos concitoyens se mettent en mouvement, et l'attente est longue. Effectivement, l'ADEME, eh ben, moi j'allais la citer, elle fait d'excellentes études qualitatives qui montrent en fait que nos concitoyens sont prêts au changement. Et il y a une énorme attente des pouvoirs publics à toutes les échelles de décision. Et c'est bien la responsabilité que nous avons aujourd'hui, quel que soit notre niveau d'action, de décision, État, élus locaux, à vraiment apporter des solutions enthousiasmantes et sécurisantes à la population qui attend énormément de nous. Car cette planification écologique, pour nous à la région, elle porte un vrai espoir. L'espoir en fait de créer de nouvelles opportunités pour améliorer la vie de nos habitants et redonner aussi un peu, dans une période qui est sombre, l'envie d'agir et peut-être du baume au cœur pour aller faire du mieux. Et vraiment cette planification écologique, c'est ce qu'elle porte vraiment en elle et c'est ça que nous souhaitons aussi porter au sein de la région. Je vous remercie. Merci Frédéric. Très bien, écoutez, nous étions engagés collectivement tout de même à tenir 2 heures, à ne pas dépasser. L'horaire est écoulé, donc un grand merci d'abord, un grand merci à toute l'assistance, d'abord pour votre présence, pour les questions posées, et puis au-delà des questions posées, pour l'intérêt que vous portez au sujet, ici dans la salle, et bien nombreux également à l'extérieur. Un grand merci aussi à tous ceux qui ont préparé ce rendez-vous, qui est un rendez-vous important, qui a été présenté de manière très claire. Donc merci pour ce travail que je serais qualifié de pédagogique au sens noble du terme, informatif, et qui nous invite donc à poursuivre plus avant.
Un grand merci aussi à toute l'équipe qui m'entoure, à tous les sous-préfets qui sont dans la salle, ils sont tous présents, qui ont à vos côtés, d'ailleurs, mesdames et messieurs les élus, déjà fait un premier travail d'appropriation du sujet, du questionnaire, de la manière de progresser. Il nous reste beaucoup à faire. Eh bien, écoutez, on va rester collectivement, évidemment, au plus près du terrain. Ce on peut retenir ce soir, c'est qu'au-delà des bonnes démarches présentées, et de bien d'autres sur d'autres thématiques, parce qu'on ne peut pas tout aborder, évidemment, ce soir, les PAT font partie. Et, cher Jean-Pierre, vous rappeliez à juste titre, travail que nous menons, intense, on peut le dire, avec les acteurs du monde agricole, pour les PAT, pour les 6 PAT. Il y a de quoi faire. Mais, attention, il ne suffit pas de dire, expliquez-nous, donnez-nous finalement le mode opératoire. Oui, il faut qu'on fasse le maximum pour faciliter. Mais moi, ce que je retiens de tous les travaux qu'on a menés par ailleurs avec les acteurs du monde agricole, que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire notamment de vous les élus pour structurer une offre. C'est l'affaire des acteurs du monde agricole et du monde économique pour approcher, solvabiliser, densifier donc des propositions pour faire en sorte qu'on puisse travailler avec des PAT de qualité. Voilà, on s'y emploie. Au global, en réalité, on a beau avoir des COP internationales, dernière à Dubaï, une partie, et d'ailleurs, c'était rappelé tout à l'heure, une partie ne dépend pas que de nous, mais la majeure partie dépend des territoires, de l'action que nous sommes capables de développer au niveau local, au plus près des territoires. Il ne s'agit pas de se réfugier derrière je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, la planification écologique, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Donc, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas prendre des exemples, ils ont déjà été largement présentés. Il suffit de sortir, de regarder le temps qu'il fait, de voir où on en est avec l'eau, bref, tout ce que vous voudrez, avec les haies. 30 000 km de haies dans le département. Je disais tout à l'heure, je soufflais cette précision au Dréal. Oui, on se sent un peu concerné tout de même ici, et pour tout ce que ça représente. Donc, c'est bien l'affaire de tous au plus près des territoires. Et donc, ce que nous ferons ensemble, en tout cas, je sais pouvoir compter sur vous, tout autant que vous pouvez compter sur nous tous, acteurs de l'État en proximité, mais je pense que la région est animée des mêmes intentions, et puis plus globalement, tous les partenaires de l'action publique, je ne doute pas un seul instant, il faut que nous unissions nos efforts, nos capacités d'action, pour que les projets des territoires, ces CRTE, ce n'est pas non plus une option, c'est une manière de fédérer nos financements, nos capacités d'action, pour concrétiser les initiatives que nous pouvons porter avec des résultats attendus, des résultats évaluables. On s'est engagé là-dessus, et je pense que collectivement, nous sommes en capacité de relever ce défi. C'est à la fois un vœu que je ferai, mais ce vœu, c'est aussi une nécessité. Donc, à la fois pour les instants que nous vivons, et plus encore pour les générations qui vont nous accompagner et poursuivre des actions que nous pourrons mener pour l'heure. Voilà. Merci infiniment de votre présence, et encore une fois, notons ensemble qu'il nous reste beaucoup à faire. Nous comptons collectivement sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Merci à vous.